Longtemps, la franc-maçonnerie spéculative a écarté les femmes des loges. C'est d'ailleurs encore le cas dans une très large mesure puisque la franc-maçonnerie dite régulière, ultra-majoritaire dans le monde, s'appuie encore symboliquement sur les vieilles charges, les Old Charges, que les constitutions d'Anderson ont par la suite remises en forme au début du XVIIIe siècle. Ces constitutions, qui ont plus une valeur historique que réglementaire, indiquent notamment, à l'article 3, « Les personnes admises, membres d'une loge, doivent être hommes de bien et loyaux, nés libres et d'âge mûr et discrets, ni esclaves, ni femmes, ni hommes immoraux et scandaleux, mais de bonne réputation. » Dans cette vidéo, je ne vais pas discuter de cette exclusion qui évidemment peut déranger ou choquer aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet. Je vais plutôt m'intéresser à deux exceptions qui déjouèrent la vigilance des frères et que l'on cite souvent pour souligner la légitimité de la présence féminine en loge. La première de ces exceptions est Mrs. Elizabeth Saint-Léger, épouse de Robert Aldworth. Entre 1710 et 1712, on n'est pas certain de l'année, Elizabeth Aldworth fut découverte alors qu'elle épiait le déroulement d'une tenue de la loge présidée par son père, le vicomte de Doneraile, dans le comté de Cork, en Irlande. Cette loge se réunissait dans la grande maison familiale où un temple avait été aménagé. La petite curieuse s'était introduite dans une pièce contiguë et avait espionné la loge assemblée par un trou de serrure ou par un trou du mur mitoyen. Lorsque la jeune Élisabeth fut découverte, une discussion orageuse entre les frères s'engagea. Elle y assista. On dit que les frères envisagèrent de la supprimer, sans doute dans le but de l'impressionner ou de lui faire suffisamment peur pour lui faire passer l'envie d'espionner la loge à l'avenir. Mais ils décidèrent finalement de l'initier sur le champ, de crainte qu'elle ne révèle les secrets de la franc-maçonnerie. Selon la tradition, la sœur Aldworth resta franc-maçonne toute sa vie et devint même vénérable de sa loge. La deuxième de ces exceptions est Mrs. Beaton, qui fut initiée elle aussi à la franc-maçonnerie dans des circonstances similaires au XVIIIe siècle. Son aventure est brièvement racontée par le topographe John Chambers, auteur d'une histoire générale du comté de Norfolk en 2 volumes, publiée en 1829. Chambers rappelle tout d'abord que la franc-maçonnerie est publiquement apparue dans la ville de Norwich en 1724 et que le premier maître fut le frère Prideaux, fils du doyen de Norwich. Je précise qu'un doyen est un prêtre coordinateur de plusieurs paroisses. Il est chargé de présenter aux paroissiens tout nouveau curé. Il convient de préciser que l'Église anglicane a autorisé le mariage des prêtres en 1549. Le doyen en question s'appelait Humphrey Prideaux. Il a eu un seul fils, Edmund, qui fut donc premier maître de la loge de Norwich. C'est ainsi qu'on appelait les vénérables maîtres en ce temps. Chambers indique ensuite qu'une tenue importante a eu lieu en 1819 à l'occasion d'une visite du duc de Sussex. Puis enfin, en note de bas de page, Chambers indique, je le cite, « Décès de Madame Beaton, originaire du pays de Galles, âgée de 85 ans en juillet 1802, quartier Mad Market de Saint-Jean à Norwich. Elle a été communément appelée le franc-maçon, parce qu'elle trouva le moyen de se cacher un soir derrière le lambris d'une salle de la loge, où elle apprit le secret et la connaissance que des milliers d'autres femmes ont cherché à percer en vain. Elle était à bien des égards d'un caractère très singulier, dont l'une des preuves fut qu'elle emporta le secret de la franc-maçonnerie avec elle dans la tombe. » Fin de citation. Je crois qu'à ce stade, on peut faire d'ores et déjà un certain nombre d'observations, car il est frappant de retrouver pour Mrs. Beaton une trame assez similaire à celle employée pour Mrs. Aldworth. Une femme, curieuse comme toutes les autres femmes, et donc désireuse de percer les mystères de la franc-maçonnerie, espionne les travaux d'une loge. Alors, j'indique bien entendu que la curiosité féminine n'est évidemment pas un jugement de valeur de ma part, mais très exactement ce que ces histoires suggèrent. Cette femme qui espionne les travaux d'une loge est découverte. Elle est initiée. Elle vécut longtemps, et elle mourut fidèle au serment prêté, emportant avec elle les secrets maçonniques dans la tombe. Il y a néanmoins entre ces deux récits quelques différences notables. Première différence, Mrs. Aldworth est de la noblesse irlandaise et d'une famille connue. On ne sait rien en revanche de la vie de Mrs. Beaton, si ce n'est qu'elle est morte en 1802 à l'âge de 85 ans. Beaton serait donc née en 1717. Tiens, cette année ne vous rappelle-t-elle rien? Bien oui, évidemment.
1717, c'est l'année de fondation de la Grande Loge de Londres et plus largement de l'émergence de la franc-maçonnerie spéculative. Deuxième différence entre les récits, l'année de l'initiation de Mrs. Alworth est incertaine. On la situe, comme je l'ai dit, aux alentours de 1710-1712. Celle de Mrs. Beeton est inconnue. Troisième différence, les circonstances précises qui ont conduit à l'initiation de Mrs. Alworth sont connues et elles ont été étudiées. On ne sait rien en revanche des circonstances de l'initiation de Mrs. Beeton en dehors du résumé sommaire de John Chambers. Au sujet de l'initiation de Mrs. Beeton, Arthur Edward Wade écrit dans A New Encyclopedia of Freemasonry, volume 1, page 18, je le cite, « Comment est-elle devenue franc-maçon ? Je n'ai pas la prétention de l'expliquer, mais elle est passée pour telle parmi les gens de son entourage. » Fin de citation. Quatrième différence entre les deux récits, il existe un célèbre portrait de Mrs. Alworth Saint-Léger portant un tablier maçonnique et au signe de fidélité du compagnon, ce qui ne semble pas être le cas de Mrs. Beeton. Alors comme je n'ai pas trouvé de portrait de cette dernière, j'en ai inventé un. Cependant, même le célèbre portrait de Mrs. Saint-Léger Alworth en tablier ne dissipe pas les doutes à son sujet, car la gravure daterait de 1811, soit environ 3 décennies après la date présumée de sa mort. Cette gravure semble être une reproduction d'un tableau plus ancien, mais je n'ai pas trouvé d'informations sur sa date et son auteur. Il existe également une peinture à l'huile s'inspirant du portrait initial, mais qui date de 1877. En outre, la loge de Doneraile, où la jeune femme aurait été initiée, ne semble pas avoir fait l'objet d'une immatriculation sur les registres de la Grande Loge d'Irlande avant 1791. Il n'y a pas non plus d'archives concernant les activités des ateliers irlandais les plus anciens. En 1791, la Grande Loge d'Irlande, elle-même fondée en 1725, attribue à la loge de Doneraile le numéro 44. Aujourd'hui, elle porte le numéro 150. Néanmoins, cette loge est considérée à l'heure actuelle comme un atelier existant depuis des temps immémoriaux, ce qui, bien entendu, permet toutes les extrapolations et la popularisation de nombreuses légendes. Ces similitudes dans ces deux destins de femmes posent évidemment question. En effet, dans quelle mesure ne sommes-nous pas confrontés à des récits imaginaires ? Premièrement, il est curieux de constater autant de similitudes dans les circonstances ayant abouti à l'initiation de l'une et de l'autre. Ces deux histoires, en fin de compte, ne présentent pas les femmes à leur avantage. Elles montrent que les femmes sont entrées en loge par effraction, comme des voleuses ou des espionnes, guidées par la curiosité et surtout par la volonté de satisfaire un besoin personnel de percer les secrets de l'ordre maçonnique, traditionnellement réservé aux seuls hommes. Il y a donc dans les similitudes de ces récits quelque chose qui relève du mythe, c'est-à-dire un désir de transmettre un même message latent, reproductible à l'infini. John Chambers exprime bien cette idée lorsqu'il écrit que Mrs. Beeton reçut les secrets et les connaissances que des milliers d'autres femmes ont tenté de percer en vain. Deuxièmement, il y a une étrange communauté de destin entre les deux personnages. Mrs. Alworth Saint-Léger est morte à l'âge de 80 ans. Mrs. Beeton à 85. Avouons que cette situation n'est pas banale compte tenu de l'espérance de vie moyenne au XVIIIe siècle, qui, je le précise, était inférieure à 30 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le nombre 80 semble symbolique. Selon la Bible, 80 symbolise le cours de la vie humaine. Voici ce que dit, au sujet de ce nombre, un psaume de David. « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Cette 8e décennie signifie donc que les deux femmes ont atteint un âge canonique, sinon dans les faits, du moins dans le principe. C'est un peu au fond comme dans les contes. Ne dit-on pas que les héros vécurent heureux et longtemps, et qu'ils eurent beaucoup d'enfants ? Ici, c'est un peu pareil. Les deux femmes vécurent longtemps, heureuses, et entourées du respect des frères. Troisièmement, enfin, ces deux femmes sont passées à la postérité pour avoir été, paraît-il, les premières à avoir été initiées en franc-maçonnerie. Pourtant, ni l'une ni l'autre n'ont laissé de traces remarquables et empiriquement observables de leur présence en loge, en dehors du respect dont les frères, dit-on, les ont entourés. Par traces remarquables et empiriquement observables, je n'entends pas spécialement de preuves d'une quelconque action de leur part en vue de la promotion de la femme en franc-maçonnerie, mais plutôt de simples témoignages de contemporains sur leurs faits et gestes en loge. En d'autres termes,
il est frappant de constater qu'on ne sait quasiment rien de leur parcours maçonnique respectif. J'ai par exemple beaucoup de peine à croire que Mrs. Alworth ait de son vivant si peu attiré l'attention des autorités maçonniques de son époque, alors qu'elle est pourtant réputée avoir eu 60 ans de vie maçonnique environ, du moins si l'on s'en réfère à l'histoire officielle. 60 ans de vie maçonnique, n'est-ce pas considérable et exceptionnel? Ça l'est au XXIe siècle. Alors, pensez ce qu'il pouvait en être au XVIIIe. Et que dire de cette Mrs. Beaton, dont l'existence n'est mentionnée qu'à titre anecdotique dans un livre rédigé par un obscur topographe anglais il y a bientôt 200 ans. En conclusion, il est légitime de se poser la question de la réalité de l'initiation de ces deux femmes. Entendons-nous bien, je ne nie pas la réalité historique de ces deux personnages, les deux ont probablement existé. En revanche, ont-elles vraiment été reçues en loge comme on le prétend traditionnellement? Là, j'avoue avoir quelques sérieux doutes compte tenu des invraisemblances de ces deux parcours demeurés longtemps dans l'oubli et redécouverts bien des années plus tard par les historiens.